Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Elliott Deval. 16h33 sur Europe 1, on est toujours ensemble en direct pour On marche sur la tête avec l'équipe type Fabien Lecoeuf, Valérie Benaïm, Olivier D'Artigol, Gauthier Lebret, Stéphane Amar est avec nous dans les studios d'Europe 1. Vous êtes psychologue clinicien et on continue de se poser toutes les questions 24 heures après le drame nantais. Valérie Benaïm, je vous vois lever le stylo, signe que vous voulez prendre la parole. Non, parce que je voulais voir, parce qu'effectivement on parlait de sentiments, de violence ou de sentiments ou d'insécurité. Et donc je voulais voir les faits, et je voulais connaître les chiffres. Donc je suis allée les chercher pendant la pause et j'ai appris que la délinquance des mineurs diminue en France, moins 25% depuis 2016. En revanche, et c'est là où c'est très intéressant, et ça concerne notamment ce dont on parle aujourd'hui, les actes les plus violents chez les mineurs augmentent. Et ils augmentent pas un peu, ils augmentent beaucoup. Le nombre d'ados poursuivis pour assassinat, meurtre, coup mortel, violence aggravée a doublé. Il est passé depuis 2017, il est passé de 1207 à 2095. Donc c'est ça qui est très intéressant. Je vous fais une confiance aveugle, évidemment, Valérie, mais j'ai un tout petit doute sur la baisse de la délinquance des mineurs. Mais peut-être que je me trompe, hein, attention. Alors, en tout cas, les mineurs poursuivis par la justice, le nombre a diminué depuis 2016. Mais en revanche, la violence de ce qui leur est reproché a été multipliée. Fabien Lecoeuf. Oui, alors moi je vais répondre justement, c'est peut-être une piste à creuser. Parce que en fait, tous ces enfants malheureux, souvent, c'est la cellule familiale qui a éclaté. Le nombre de divorces en France, c'est en moyenne 128 000 divorces par an pour 230 000 mariages. Là, en 2022. En 1970, il y avait 380 000 mariages pour 39 000 divorces seulement. Oui, bon, on va pas expliquer. Non, je suis responsable. Moi-même étant divorcé, mon garçon. Vous voyez un peu le tollé que vous provoquez dans le studio. Mais parce que je crois que c'est un vrai débat. L'éclatement de la cellule familiale, la famille. Aujourd'hui, les enfants, il n'y a plus d'éducation parce que le père travaille, la maman travaille, parce qu'on ne s'en sort pas qu'avec un seul salaire quand il y a 2 ou 3 enfants. Donc ils grandissent devant la télé. Pardon, mais moi je pense à toutes les mamans solo qui nous écoutent et qui élèvent très bien leurs enfants et qui vont dire non, pardon, mais moi je gère mon enfant et mon enfant n'est pas ultra violent et mon enfant. Et parfois il y a de la violence chez un fils qui a eu une très bonne famille avec les 2 parents. Il s'appelait Owen, le meurtrier de la jeune Louise. Il avait des parents parfaitement insérés, CSP+, pas divorcés du tout. Et la violence s'est rappelée à eux. Donc parfois il ne la voit même pas. C'est quoi la bonne éducation? La bonne éducation, c'est quoi? Parce que bien élevé et la bonne éducation, est-ce que c'est la même chose? Vous savez, on a passé une partie de la première demi-heure en tentant de comprendre, d'expliquer le profil du suspect nantais. On n'a pas parlé une seule seconde des victimes. C'est vrai. Et de cette petite qui a été tuée. Moi j'ai dit que les jeunes étaient autant victimes de la violence que responsables. Vous avez raison, Gauthier, et c'est vrai que je pense à tous ceux qui nous écoutent cet après-midi. C'est souvent d'ailleurs une France silencieuse qui est confrontée à cette violence quotidienne. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire vous donner la parole au 01 80 20 39 21, prendre un peu de hauteur et ne pas rester sur le cas nantais parce qu'on a encore trop peu d'éléments, mais revenir sur un fait, une réalité qui est cette délinquance qui malheureusement explose. Alors vous dites que la délinquance des mineurs diminue sur les 10 dernières années, mais factuellement la violence elle a explosé. David est en direct avec nous. Cher David, bonjour. Vous parlez de cette banalisation de la violence. Vous êtes lyonnais et vous n'en pouvez plus. Oui, bonjour à toute l'équipe. En fait, bonjour David. Bonjour. Donc, j'ai 50 ans. Dans les années 80, il y avait un film qui s'appelait Classe 84, un film qui se passait aux États-Unis dans un lycée où ils avaient mis des portiques pour éviter justement de faire pénétrer des armes blanches. Bon, il y a plus de 40 ans. Donc, je pense qu'il faut peut-être arrêter aujourd'hui de dire pourquoi, comment expliquer côté psychologique. Peut-être qu'il faut commencer à se dire ça va être comme ça de pire en pire. Et qu'est-ce qu'on met en place pour nos enfants ou les adultes pour se protéger? Alors on peut pas se protéger des événements comme ça qui arrivent n'importe quand, mais peut-être que est-ce qu'on va pas inventer des fringues au Kevlar légères pour l'été, un peu plus lourdes pour l'hiver? Est-ce qu'on va pas finalement se dire quand il y a il faut peut-être arrêter de se dire c'est la société David du confinement sécuritaire que vous proposez. Il y a peut-être une chose qui est importante et qu'on a oublié ces dernières années, c'est l'autorité, c'est la réponse pénale. C'est que le gamin demain après-midi, il est la main qui tremble
lorsqu'il imagine qu'il va tabasser à mort son camarade ou prendre un couteau pour tuer quelqu'un. Mais bien sûr, je vais vous donner juste un exemple. Et vraiment, on essaye de prendre encore une fois de la hauteur et ne pas parler que de Nantes. Mais vous savez, il y avait cette école primaire à Mézieux, en juin 2024, qui avait été saccagée par des délinquants adolescents. Ils avaient filmé leurs méfaits. Ils avaient ruiné cette école. Qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? Que ces 2 adolescents ont été reconnus coupables de l'incendie de l'école primaire. Ils ont été condamnés le 24 mars dernier à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal pour enfants de Lyon. Alors certes, ils sont très jeunes puisqu'ils ont 13 ans. Mais ils ont trouvé une certaine maturité pour défoncer cette école, pour se filmer, pour détruire cet établissement. Donc une fois qu'on vous dit, écoutez, vous êtes sanctionné, vous avez 4 mois de prison avec sursis, vous ne mettez pas un pied dans un établissement fermé, il faut voir si la peine a été accompagnée d'un dispositif socio-éducatif. C'est souvent le cas. Assorti d'une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 3 ans. Oui. Des gamins de 13 ans. Tremblez, délinquants, tremblez. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Vous voyez, ce dont vous parlez là, on en a déjà parlé il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Quand je vous dis, moi, de se préparer au raz-de-marée et à l'habitude, c'est la réalité. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Depuis plusieurs années, ils sont confrontés à la violence de chaque jour. Donc ces discours-là de psychologie, c'est super joli, mais on les entend depuis 50 ans. Ça ne règle rien. Le gamin qui va planter quelqu'un, on va dire, attendez, le gamin qui va planter quelqu'un, d'accord? Est-ce qu'il est fou? Il est pas fou? Est-ce qu'il sait pas ce qu'il fait? Mais quand il voit à la télévision que des adultes le font aussi et qu'il se passe rien pour ces gens-là ou pas grand-chose, c'est la normalité. Je convaincre, je vous le dis. Il faut essayer aussi de dire un truc parce que vous avez un psychologue. Écoutez-nous, justement. David, vous avez un psychologue autour de vous. Il y a un psychologue à votre table. Oui. Les parents qui ont ces gamins de 15 ans, eux-mêmes ont quel âge? David, 35, 40 ans, eux-mêmes ont vécu déjà ces problèmes-là il y a bien très sûr, longtemps. Mais David, j'allais vous dire que justement le psychologue qui est dans le studio d'Europe 1, il est plutôt d'accord avec vous, visiblement il hochait la tête lorsque vous parliez de cette délinquance. J'attire votre attention que si nous basculons dans la société vous annoncez, ça veut dire que c'est foutu, c'est plié, oui. Il faut tous porter le gilet pare-balles, peut-être dès la crèche, et que nous ne pouvons être que dans le punitif, le répressif, quand bien même il faut certainement renforcer l'arsenal répressif, mais on ne peut absolument pas assécher notre société de politique, d'un imaginaire, de nouvelles solutions en amont. Et pour véritablement faire en sorte que cette souffrance psychique qui existe dans la jeune génération soit traitée, soit repérée, soit diagnostiquée, pour justement faire en sorte, dès les premiers signaux, que ces enfants n'aillent pas dans un processus et un continuum de violence. Olivier Justin, faut faire juste une chose. Oui, c'est un débat parce que vous avez parlé du tout punitif, tout répressif. Aujourd'hui, on est plus proche du peu punitif, plus répressif que du tout punitif, tout répressif. Gauthier Lebret et Stéphane. Parce qu'il y a des choses quand même à changer et qu'on peut changer tout de suite. Parce que j'entends les belles paroles, le sursaut, l'école doit rester un sanctuaire, la République ne doit pas reculer. C'est des mots creux utilisés à chaque fois. Il y a des choses qu'on peut faire concrètement au-delà du portique et de la fouille du sac. Mais on va revenir quand même sur le portique, c'est intéressant. Très bien, mais vous prenez une réforme portée par Nicole Belloubet, fait adopter par Éric Dupond-Moretti, qui s'appelle la césure, qui concerne le cas du jeune Elias qui a été tué dans les rues de Paris à coups de machette, qui consiste, quand vous avez un mineur, c'est la suppression de la comparution immédiate. Il y avait une forme de comparution immédiate avant, on l'a supprimée avec cette réforme. Le mineur, on le condamne en janvier, et on lui donne sa peine, et si c'est une peine de prison, en décembre. Et entre-temps, on le laisse dans la nature. Donc ça, c'est hyper concret. C'est-à-dire que demain, on a Gérald Darmanin qui nous dit « La césure, c'est terminé, comparution immédiate ». Faut-il encore qu'il ait la majorité à l'Assemblée nationale pour le faire adopter? Mais au-delà des belles paroles, il y a des actes à prendre, sans doute plus efficaces qu'un portique ou qu'une fouille de sac. Stéphane Amar, vous êtes psychologue clinicien, je le rappelle, et on salue quand même Loïc Travers, délégué Alliance Police Nationale. On parlera justement de la police dans un instant, et on est heureux de vous avoir dans ce studio. D'abord, le psychologue, le docteur, Stéphane. Le témoignage de David a quelque chose d'intéressant qui nous permet qui pointe en tout cas la distinction qui m'a l'air assez confuse pour le coup, et donc la distinction à faire entre des réponses qui seraient des réponses de fond et qui vont demander du temps. Et que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, on vient chercher ces réponses-là
mais comme si elles allaient agir tout de suite, maintenant, sur les jeunes. Non. Donc, ce que dit David, finalement, ce que j'entends, c'est que il va falloir, de toute façon, éponger un certain temps tout ce qui a participer à ces passages à l'acte. Quand vous dites réponse de fond, Stéphane, pardonnez-moi, mais concrètement, c'est quoi ? Multifactoriel. J'entends. Si on commence à faire le diagnostic, ça va prendre du temps. Mais rapidement, concrètement. En gros, c'est un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que des réponses de fond. Pour moi, tous ces passages à l'acte successifs, et on en a tellement que je pense que je pourrais venir tous les jours, c'est en effet des petites touches d'un tableau qui dépeignent un chaos. C'est-à-dire qu'on est dans une société, en fait, qui a perdu complètement ses repères. Alors évidemment, ça ne touche pas que les jeunes, mais il se trouve que les jeunes sont les plus fragiles, qui cherchent des figures d'identification, d'autorité, pour les contenir, et qui ne les trouvent pas. Donc, on pourrait presque dire que, d'une certaine manière, même les ados qui passent à l'acte et qui sont coupables sont aussi victimes. Sont aussi victimes de ce monde dans lequel on les laisse livrer à leurs pulsions, à leurs angoisses, et que évidemment certains vont trouver des solutions dans un passage à l'acte auto-agressif, c'est-à-dire que moi j'ai connu quand même à la sortie du Covid, non pas pendant le Covid, mais à la sortie, une avalanche de tentatives de suicide qui était effrayante. Une vague dépressive. Ou alors, en effet, des passages à l'acte hétéro-agressifs. Non, mais c'est intéressant la question de fond. On va aller sur la police et c'est vraiment important d'avoir aussi le regard du policier. D'exemple, en effet, de réaction immédiate politique, des prises de décision qui, là, pour le coup, devraient être réfléchies et vite, en effet. Bien sûr. Mais il faut distinguer les deux. Mais bon, ça peut être intimement lié. Vous parlez de la crise de l'autorité, de la perte de repères. Quand un policier m'interpelle, je m'arrête. Quand un policier me demande mes papiers, je les donne. Quand un policier a besoin je ne vais pas en confrontation avec lui. J'étais en train de regarder des chiffres qui sont ahurissants. C'était un article d'Europe 1 qui date de mars 2024, il y a un an. Les auteurs de violences contre les policiers risquent jusqu'à 10 ans de prison, mais cela n'empêche pas les délinquants de s'en prendre toujours davantage à ces derniers. Plus de 40 sont blessés chaque jour. Voilà pourquoi le syndicat Alliance demande l'instauration des peines minimales. J'ai souvenir qu'on a plus parlé de votre syndicat parce qu'un jour, votre secrétaire général a dit, et peut-être que certains peuvent l'entendre, le problème de la police, c'est la justice, plutôt que d'aller sur les questions de fond, à savoir, mais pourquoi on s'en prend aux policiers ? Qu'est-ce qui fait qu'un délinquant, aujourd'hui, il n'a pas peur du bleu qui est en face de lui ? Alors, je vous remercie d'avoir souligné cette phrase parce qu'effectivement, elle avait paru comme étant ridicule ou simplement provocatrice, alors que même vous, aujourd'hui, vous la citez assez facilement. Et puis, en fait, elle fait plus débat parce qu'elle est rentrée dans le débat. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait été prononcée. Et la réalité, en fait, de ce que vous avez cité avec votre exemple, c'est toujours le problème de la sévérité de la justice, où on considère que nous, elle passe pas. En tout cas, elle passe pas à la bonne hauteur entre, effectivement, ce qu'on appelle, nous, la peine qui est encourue, la peine qui est prononcée et la peine qui est véritablement appliquée. Alors non seulement il y a des délais entre chacune de ces points qui sont absolument impensable aujourd'hui, et malgré tout, c'est la réalité. Et c'est surtout qu'en fait, on peut nous prouver à travers des chiffres, comme l'a fait d'ailleurs l'Institut pour la justice il n'y a pas si longtemps, où en fait cette question du problème de la police pour la justice, avec les exemples que vous avez cités et ce que je viens de dire, c'est toujours d'actualité. Mais juste Loïc Travers, délégué Alliance Police Nationale, qui est dans les studios d'Europe 1. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir. 01 80 20 39 21. Vous prenez votre téléphone. Si vous êtes professeur, si vous êtes parent d'élèves inquiets, si vous êtes victime ou témoin de cette violence du quotidien, c'est à vous de prendre les rênes de l'émission, je le disais tout à l'heure. C'est vous qui donnez le tempo et c'est surtout à vous qu'on a envie d'entendre, qu'on n'entend pas suffisamment. Gauthier un exemple précis pour rassembler les deux sujets qui sont la violence contre les policiers et la justice défaillante des mineurs, Schiltigem, qui est pour moi le meilleur exemple ces derniers mois dans l'actualité. Vous avez un adolescent de 17 ans qui fonce sur un policier en motocross devant une école, qui le percute en plein buste, qui fait un délit de fuite. Ensuite, 150 € d'amende. 4 mois de prison avec sursis. Percuter un policier dans l'exercice de ses fonctions avec une moto qui peut être une arme par destination, prendre la fuite, le tout devant une école, c'est 150 € d'amende. Que voulez-vous dire après cela ? Et on peut toujours s'en prendre au syndicat Alliance qui dit que le problème de la police c'est la justice, quand vous donnez une amende de 150 € à quelqu'un qui a manqué de tuer un policier, parce que c'est ce qui s'est passé. Comment voulez-vous que après le délinquant ait peur ? Notre fil rouge, Loïc, c'est cette question: que faire face à l'ensauvagement de la
société. Déjà, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que vous êtes confronté à une société plus violente, à une délinquance plus importante et une délinquance juvénile? Est-ce que vous avez des cas très concrets? Alors oui, je vous confirme effectivement que la délinquance telle qu'on la connaît aujourd'hui implique notamment des mineurs de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Alors c'est pas parce que là il y a un fait dramatique d'actualité. J'oserais dire que tous les jours nos collègues interviennent dans les écoles. On oublie juste de le dire, que ce soit dans des collèges, voire dans des lycées, et notamment en Île-de-France, puisque moi je suis issu de l'Île-de-France et j'ai 25 ans de pratique policière en Île-de-France. Et j'aimerais saluer un dispositif qui est pas déconnant, et je fais pas de politique, notamment celui de Valérie Pécresse avec ses brigades de sécurité mobile qui fonctionnent très bien. Et j'ai de nombreux témoignages de collègues, que ce soit d'ailleurs des policiers nationaux ou des collègues issus de la police municipale qui travaillent en lien avec les services de Valérie Pécresse et qui interviennent notamment soit quand il y a eu des faits graves, souvent ce sont des bandes qui s'affrontent dans des lycées parisiens, ou tout simplement de manière préventive parce que il y a eu des signaux faibles qui ont été détectés et que en fait c'est arrivé au service de renseignement policier et qu'on a mis en place ces brigades avec ou sans policiers d'ailleurs, c'est pas forcément avec des policiers, justement pour prévenir et faire la sécurisation des entrées et des sorties des lycées. 01 80 20 39 21, on est en direct sur Europe 1 pour On marche sur la tête et on est ensemble jusqu'à 18h. On continue évidemment de se poser toutes les questions après ce nouveau drame, 24 heures après ce drame au lendemain de l'attaque au couteau dans un collège-lycée privé de Nantes où un hommage a été rendu cet après-midi d'ailleurs avec ces adolescents. On pense à eux, évidemment les lycéens, on pense à la famille de la victime, on pense aux professeurs, mais on a toujours ces mêmes images, ces marches blanches, ces bougies, ces minutes de silence, et il y a aussi cette inquiétude de se dire mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, Valérie, pour ne plus avoir à traiter aussi régulièrement de ces actualités dramatiques? Je pense effectivement qu'il y a un travail à faire qui est sur le long cours, on l'a dit, mais ce que les gens attendent maintenant, c'est l'immédiateté. Et dans l'immédiateté, évidemment, le réflexe premier, on se tourne vers qui? On se tourne vers la police. Mais moi, j'écoutais justement un de vos collègues ce matin à la radio qui témoignait et qui expliquait que, eh bien, les services de police étaient à bout parce que on leur demande de sécuriser tout le temps, que ce soit une synagogue, une église, une mosquée, que ce soit une manifestation, et que les effectifs sont sur les rotules. Si on leur donne ça en plus, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le coup et est-ce qu'il y aura une possibilité de voir une solution? Loïc Travers. Depuis 2015, en fait, la police, on le sait, elle est sursollicitée. Il y a eu les attentats, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu tout un tas de manifestations qui ont été extrêmement violentes. Et en fait, on a l'impression que contrairement au passé, il n'y a plus de répit. C'est-à-dire vous aviez des moments, bon voilà, de récurrence, le 1er mai, c'en était un, le 14 juillet, c'en était un autre, le 31 décembre, voilà, il y avait 3 dates à peu près, toujours dans l'année, où il fallait mobiliser très fortement les policiers. Et là, dans certains endroits, notamment dans des grandes villes, notamment de province, qui était vrai sur la capitale il y a 20 ans, aujourd'hui ça s'est répandu sur tout le territoire. Et vous avez donc les grandes villes qui sont systématiquement sollicitées pour des problématiques de maintien de l'ordre ou de violence urbaine ou de risque de violence urbaine quasiment tous les week-ends. Parce que, voilà, la démocratie s'exprime, c'est ainsi, il y a un certain nombre de manifestations, mais qui très souvent dégénèrent, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais elles dégénèrent aussi parce qu'il y a un climat politique. Je ne vais viser personne, mais quand on explique que la police tue, qu'il y a un racisme systémique, la France insoumise. J'enlève cette... Moi, je ne visais personne. Non, mais excusez-moi, quand il y a un assistant parlementaire, on a juste une manifestation le 1er mai qui va arriver dans quelques jours. Quand vous avez un assistant parlementaire qui est tellement radical qu'il est interdit d'entrer à l'Assemblée nationale, qui s'appelle monsieur Richie Thibault, qui appelle le lundi à l'intifada dans les rues de Paris et le mardi à déborder le cadre policier le 1er mai, on peut dire que oui, il y a une violence instrumentalisée dans la société par un parti politique qui s'appelle la France Insoumise. Je disais également qu'il y avait un climat de manière générale concernant la police tue, les violences systémiques, et j'ai pu aller sur le terrain, j'ai vu ce qui se passait au plus près des forces de l'ordre au moment des manifestations sur la réforme des retraites, la loi sécurité globale, les gilets jaunes. Vous êtes confrontés dans ces mobilisations à une violence inouïe, mais les gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Il suffit que vous mettiez un uniforme, un casque bleu, et là vous êtes parfois face à des individus souvent lâches, bien évidemment, souvent cagoulés, mais qui sont prêts à tout. Et à chaque manifestation, quand je rentrais chez moi, je me disais mais c'est un miracle
qu'il n'y ait pas un policier gravement blessé. C'est ce qu'on se disait pendant les Gilets jaunes tous les mobilisation. Mais post-Gilets jaunes, là je parle, post-Gilets jaunes. Une petite minute avant la pause, on ira voir Olga dans un instant. Allez-y, docteur, c'est important. Je voulais juste reprendre ce que disait Gauthier, parce que c'est très important d'aller un peu plus loin du point de vue psychologique. Vous savez, c'est comme deux parents, l'un qui discréditerait l'autre. La mère qui discréditerait le père un peu trop sévère. Eh ben, on est un peu dans ce truc-là. C'est-à-dire que la portée et la gravité d'un discours d'un politique élu qui occupe une place symbolique de référence, la portée est dramatique et catastrophique, parce que elle a du crédit précisément du fait de ce mandat, et que pouvoir dire que la police tue, pouvoir discréditer complètement les figures d'autorité et appeler à la révolte d'une certaine manière, c'est permettre à des jeunes un peu perdus de s'identifier à ces figures-là, et effectivement, du coup, de partir complètement à la dérive. Donc, qu'on ne s'étonne pas, en effet, avec ce discours. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il a une responsabilité énorme. Rapidement, Loïc Ravel, je rappelle aux éditeurs que vous êtes délégué Alliance Police Nationale. Pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, d'un point de vue idéologique, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il y a des corps entiers de professions qui ont quasiment l'application de ces doctrines ou de ces idéologies. Je vise certains syndicats, notamment de la magistrature, voire même dans le corps enseignant, où c'est particulièrement dramatique parce qu'en fait, ils ont accès à la population ou à des jeunes gens en cours en construction intellectuelle. Vous parliez de syndicats de professeurs. J'en ai entendu certains très en colère hier en disant c'est absolument pas une surprise qui s'est passée, notamment Maxime Repère, vice-président du SNALC. Il sera en direct avec nous dès 17h. On continue d'en parler dans On marche sur la tête et on entendra les réactions politiques, notamment celle de Bruno Retailleau. Ce n'est pas un fait divers, mais un fait de société. 01 80 20 39 21. Un grand merci, monsieur Amar, d'être venu dans les studios d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.